Bienvenue sur la FM 100.9, c'est rendez-vous avec comme chaque jeudi à 18h ou en rediff le vendredi à 11h si vous nous écoutez ce moment-là. Avec donc Gilles et cette semaine, Gilles est bien deux invités, pas des moindres puisqu'on va parler des maires stéphanois je crois. Tout à fait Philippe, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue donc comme chaque semaine, c'est rendez-vous avec. Rendez-vous avec aujourd'hui un livre, rendez-vous avec l'histoire stéphanoise et rendez-vous avec deux personnages. Messieurs Steiner et Monsieur Termo, donc le plus simple, c'est que chacun à votre tour, c'est de vous présenter. On commence par qui ? Alors Jean-Michel Steiner. Bonjour, Jean-Michel Steiner, historien, enseignant à la retraite et donc spécialiste de l'histoire de la 4e République, de l'histoire sociale, de l'histoire politique. Et donc je me suis lancé dans l'aventure avec mon collègue Gérard Termo. Gérard Michel Termo, je suis également enseignant mais pas encore en retraite, en activité, au lycée Jean Monnet, plus connu souvent à Saint-Étienne comme lycée du Portail Rouge. Et donc je suis plutôt spécialiste du 19e siècle, d'histoire économique et sociale, et notamment un peu des élites stéphanoises, notamment du monde des entrepreneurs. Et j'ai aussi dirigé il y a peu d'années une histoire de Saint-Étienne, et donc c'était l'occasion peut-être avec Jean-Michel d'aborder l'histoire de Saint-Étienne sous un autre angle avec cette étude des maires de Saint-Étienne. Donc vous êtes tous les deux des professeurs d'histoire ? Bien sûr. Tout à fait. Oui. Et l'histoire, elle part du début à 0 jusqu'à 2000 ou on s'intéresse à plusieurs périodes dans l'histoire quand on enseigne ? Comment ça se passe ? Ça dépend des programmes. Ça dépend des élèves, des classes ? Des niveaux. Oui, des niveaux et des programmes qui changent. Même en lycée, en fait, on est amené à parler de l'Antiquité. On est amené aussi à parler de l'histoire très contemporaine. Voilà. Donc en fait, on parle un peu, on peut être amené à parler de toutes les périodes, à évoquer toutes les périodes en fonction des programmes et de leur évolution. Alors aujourd'hui, vous êtes là pour les maires de la grande ville ouvrière. La première question, pourquoi on appelle Saint-Étienne une ville ouvrière ? C'est parce qu'il y avait beaucoup d'ouvriers. Pourquoi ? Alors cette expression, elle vient des discours de Louis Soulier, qui a été un maire de l'entre-deux-guerres, qui employait souvent ce vocabulaire, à juste titre, puisque quand même, jusque dans les années 60, la majorité de la population, la majorité sociologique de la population était ouvrière, avec toutes les réserves ou les nuances qu'il faudrait mettre derrière ce mot ouvrier, parce qu'il y avait aussi des ouvriers en usine, des ouvriers en atelier, c'était pas le même type de conditions. Mais quand même, c'est une ville qui est restée marquée par cet héritage ouvrier. Et aujourd'hui, à Saint-Étienne, quand on parle de l'histoire, on parle bien sûr de la mine, on parle des armes, les fusils, on parle du textile. Est-ce qu'il y a eu d'autres industries dans le passé ? Oui, il y a eu d'autres activités, même si c'était les principales. Il y a eu beaucoup d'activités, je vais dire, métallurgiques à côté et liées à l'arme. Il y a aussi, il ne faut pas oublier, toutes des activités comme la chocolaterie. Donc en fait, il y a toujours une très très grande richesse d'activités à Saint-Étienne. Ça a toujours été une ville, je vais dire, où il y a toujours eu une grande diversité d'activités et s'explique aussi la diversité de sa population et de sa population ouvrière. On dit souvent aussi qu'à Saint-Étienne, il y a beaucoup de gens qui sont descendus de Haute-Loire. Est-ce que c'est vrai ou il y a eu des mouvements de population qui sont venus d'un peu de partout ? C'est vrai que parmi ceux qui sont venus de l'extérieur, beaucoup sont venus de Haute-Loire, ça c'est certain, mais la ville c'est longtemps surtout peuplée en fait des campagnes environnantes, et notamment des zones montagnardes, pauvres, donc on avait beaucoup de paysans assez pauvres qui descendaient à la ville pour améliorer leurs conditions. Donc l'immigration a longtemps été une immigration de proximité, et s'est élargie peu à peu aussi avec également le dynamisme et le développement de la ville. Mais dans la Haute-Loire, les Stéphanois englobent souvent le plateau ardéchois. D'accord. Donc, dont on a un maire qui vient du plateau ardéchois, dont la famille vient du plateau ardéchois. Donc le livre s'appelle « Les maires de la grande ville ouvrière, une autre histoire de Saint-Étienne 1778-2015 ».
Comment vous est venue l'idée d'écrire ce livre ? Alors, je dirais que c'est un peu notre parcours précédent dans nos recherches. Gérard l'a bien dit, il a travaillé surtout sur le monde des patrons, le monde de l'entreprise. Moi, j'ai travaillé surtout sur le monde du monde ouvrier, de la classe ouvrière, le monde syndical. Il a travaillé surtout sur le 19e siècle. Moi, j'ai travaillé surtout sur le 20e siècle. Et en fait, on s'est rendu compte qu'à nous deux, on couvrait l'histoire municipale de Saint-Étienne. On a beaucoup. Gérard a publié plusieurs articles, voire même un livre sur un maire. Moi, j'ai publié aussi des articles sur différents maires, sur différentes périodes. Et du coup, on s'est dit, il y a quelque chose qui manque dans l'historiographie stéphanoise. C'est un livre qui soit une véritable histoire, mais aussi un dictionnaire. C'est pour ça qu'on a mis ce sous-titre, Une autre histoire de Saint-Étienne, parce que c'est en même temps un dictionnaire, mais un dictionnaire chronologique. Ils ne sont pas classés alphabétiquement, ils sont classés chronologiquement. Oui, parce que très souvent, on aborde l'histoire de Saint-Étienne sous l'aspect économique et social. Parce que ça a été une ville industrielle très importante, un des premiers foyers de la révolution industrielle. Et c'est vrai que l'histoire politique aussi est moins connue. C'est aussi une façon de traiter Saint-Étienne au travers de l'histoire politique et d'une histoire qui est d'ailleurs très très mouvementée au niveau municipal. Et est-ce que c'est facile d'écrire un livre à 4 mains ? On l'a écrit à 2 mains parce que moi, je suis pas gaucher, je pense pas que Gérard soit ambidextre. Je croyais que j'avais trouvé une belle formule. Non, ça se passe comment une collaboration quand on écrit un livre à 2 ? C'est une bonne question. D'une part, on s'est partagé. Bon, d'une part, la moitié chacun ? On s'est partagé les mains, pas la moitié chacin parce que. Si on veut rester en politique, j'allais vous dire qui écrit les pages de gauche, qui écrit les pages de droite. Question. Ça s'est pas posé dans ces termes-là. Non. Donc c'est plutôt on s'est partagé ça par période. Voilà, donc j'ai pris la période la plus ancienne, donc 1778 jusqu'au début des années 1870, là, quasiment un siècle, et Jean-Michel a pris la période suivante. Voilà, et étant entendu aussi qu'on a pu, revoir, contribuer ensemble à certaines notices, qu'on a ensemble établi l'iconographie, qu'on a contribué ensemble, à la légende, parce qu'ils font des légendes parfois assez précises et détaillées de l'iconographie. Donc, j'ai apporté des éléments d'iconographie pour la période de Jean-Michel. Jean-Michel a participé à l'écriture de légendes de l'iconographie de ma période. Voilà, donc il y a vraiment eu c'était vraiment une collaboration. Et puis on a aussi été amené à élaborer ensemble, par exemple, aussi l'introduction qui permet de présenter un peu globalement l'ouvrage. Oui, et puis moi, je dirais que j'ai eu une période plus longue que lui, 140 ans, mais lui, il a eu plus de mers que moi. On a un peu équilibré comme ça. On a le total de mers, là, c'est 90, je crois, j'ai 93. lu. 93, exactement, jusqu'à aujourd'hui. Y compris l'actuel. D'accord. Et pour écrire ce livre, vous avez mis combien de temps à peu près ? Ça prend quel temps ? 1 an, 6 mois En fait, c'était un ouvrage qui était commencé il y a longtemps, mais qui a connu bien des péripéties. C'est-à-dire que aussi tous les deux, nous avons été amenés à avoir d'autres projets, travailler sur d'autres ouvrages, etc. Et en fait, c'est un ouvrage qu'on avait commencé à élaborer alors que Maurice Vincent venait d'être élu. Même avant. Maire de Saint-Étienne. En tout cas, ça commençait vraiment à prendre forme à ce moment-là. Donc ça fait déjà un petit moment. Et puis bon, les choses ont traîné. Puis on s'y est remis. Finalement, on a décidé de le boucler en disant qu'on n'allait peut-être pas attendre que le nouveau maire élu, Gaël Perdriau, termine son mandat. Et donc, il est sorti quand, ce livre ? Là, il est sorti au mois d'octobre, le 29 octobre 2015. Et on peut le trouver partout à Saint-Étienne, partout en France. Comment ça se passe pour l'acheter ? Dans toutes les bonnes librairies. Oui, on trouve aussi sur Amazon également. Donc il est édité par les publications de l'université et il y a une distribution nationale, tout à fait. Alors, si on part dans les maires, quel était le nom du tout premier maire alors ? Enfin, en tout cas, le nom du tout premier maire qu'on a retenu, parce que bon, le titre de maire existe depuis le début du XVIIIe siècle, mais comme souvent sous l'Ancien Régime, en fait, c'était un peu un titre honorifique qu'on achetait, que des bourgeois achetaient, mais sans vraiment exercer les fonctions municipales qui étaient exercées par des gens qu'on appelait des échevins. Bon. Et il faut attendre 1778 pour avoir pour la première fois quelqu'un qui a la fonction de maire et qui en même temps va essayer d'exercer. Donc voilà pourquoi on est parti de 1778 et il s'appelait Jacques Néron,
donc un nom, j'allais dire, d'une famille importante de l'histoire stéphanoise. D'ailleurs, il y a une rue Néron à Saint-Étienne. Donc, voilà. Et il y a eu d'ailleurs trois membres de cette famille, donc Jacques Néron, son frère Antoine et son neveu André-Antoine, donc, qui ont été maires de Saint-Étienne. Et la fonction première, c'était quoi alors? Si c'était honorifique, le titre, il faisait quoi le premier maire? Il était là pour les chrysanthèmes? Il était là pour couper les rubans? Oui, donc il y avait, c'est-à-dire que la monarchie avait tendance à vendre des fonctions, voilà, pour gagner de l'argent tout simplement, et donc ça faisait bien d'avoir comme ça le titre de maire de Saint-Étienne. Et en 1778, donc pour la première fois, on a quelqu'un qui prend un peu la fonction au sérieux, mais qui s'occupe, j'allais dire, il s'occupe de questions qui sont celles qui préoccupent toujours. J'allais dire dans la vie quotidienne, donc des questions de voirie, des questions aussi d'approvisionnement en eau, parce qui était importante à l'époque. Donc voilà, c'est ce type de problème. Mais le maire, non, aussi, le fait est que la fonction n'intéressait pas beaucoup, c'est parce que Saint-Étienne avait une particularité sous l'Ancien Régime, c'était une ville seigneuriale. Il y en avait très très peu sous l'Ancien Régime, c'est-à-dire qu'en fait, le personnage qui avait le plus de pouvoir, c'était le seigneur de Saint-Priest. Donc, c'était un grand personnage qui ne vivait pas à Saint-Priest et qui venait très rarement à Saint-Étienne. Donc le titre a été, j'allais dire, appartenu à des familles importantes qui souvent vivaient à Paris et même ont eu parfois des fonctions très importantes au niveau national. Et c'était le seigneur qui avait la réalité du pouvoir à Saint-Étienne, et donc les échevins et le maire étaient réduits un petit peu à la portion congrue, et donc c'était des fonctions qui n'attiraient pas beaucoup, voilà, parce qu'il y avait très peu de pouvoir. Et donc il faut attendre la Révolution pour que la fonction de maire devienne vraiment quelque chose d'important tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et qui c'est qui instaure cette fonction de maire alors vraiment plus sérieusement? Alors donc, à quelle date on sait ça? Oui, disons que c'est la Révolution, parce que de toute façon la Révolution, mais j'allais dire, contribue à modifier les choses, et notamment établit le principe de l'élection pour la première fois. Donc on élit pour la première fois une municipalité, et d'ailleurs... Et ça, donc, c'est juste après la Révolution de 1789? Oui, donc la première élection a lieu en 1790. Donc on va élire en 1790 pour la première fois une municipalité, et même les citoyens actifs, donc ceux qui payent un minimum d'impôts. Donc les citoyens actifs vont même choisir directement le maire, c'est-à-dire c'est pas comme aujourd'hui où vous avez des listes. Donc en fait, on élit des individus. Il n'y a pas de parti politique organisé. On élit des individus, et donc les Stéphanois vont élire directement le maire. En fonction de quoi on les élisait? J'allais dire, on élisait des notables, donc des gens qui avaient d'abord du temps disponible, et qui étaient susceptibles, parce que c'était des fonctions gratuites. Et déjà à l'époque, ils proposaient un programme, ils avaient des orientations, comment ça se passait? Vous avez retrouvé ça, non? Non, il n'y avait pas disons qu'il n'y avait pas de programme à proprement parler, mais disons qu'on constate que globalement, ceux qui vont se succéder dans les fonctions de maire, pendant les premières des décennies d'histoire municipale, vont grosso modo suivre à peu près le même programme, parce qu'à Saint-Étienne, tout était à créer. C'était une ville donc, où il n'y avait pas d'édifice public, par exemple. Il n'y avait pas de véritable hôtel de ville. Les municipalités étaient installées dans des maisons particulières, donc il fallait donc créer un hôtel de ville. Est-ce qu'on sait où était le premier hôtel de ville, ou c'était l'emplacement actuel? Un des premiers hôtels de ville, enfin, mais qui était dans une maison particulière, était donc dans la rue de la Ville actuelle. Donc c'était la rue de la Ville. Puis ensuite, s'est installé dans un des couvents, puisque avec la Révolution, il y a eu la vente des biens du clergé, la vente des couvents, et donc la municipalité a profité pour acheter certains couvents, et notamment donc un couvent, mais qui était installé là où est aujourd'hui ce qui étaient les nouvelles galeries, donc et puis le collège Gambetta, n'est-ce pas? Donc il y avait un couvent qui était installé là, donc qui est acheté par la ville, et la municipalité va s'installer là avec d'autres institutions locales. Et puis ensuite, la municipalité va se transposer à l'époque de Napoléon dans une maison particulière, enfin qui est une ancienne cahute de forgeron, qui est à l'angle de l'actuelle place de l'Hôtel de Ville et la rue Michel Rondet. Donc, et c'est seulement dans les années 1820 qu'on va commencer à construire l'Hôtel de Ville actuel. Voilà. Donc il va être construit sous la Restauration. Donc c'est-à-dire que pendant très longtemps, il n'y a pas en fait de bâtiment public à Saint-Étienne, donc il y a beaucoup de choses à créer. Et j'ai envie de vous demander, sur 93 maires, est-ce qu'il y a eu des femmes? Non. Aucune? Aucune.
Aucune femme. Voilà. Non. C'est assez. Alors déjà, ce qu'il faut dire, c'est que les femmes ne sont électrices qu'à partir de 1944-45. Les premières élections auxquelles elles participent, c'est les élections municipales d'avril-mai 1945. Mais il y a dans le conseil municipal qui est nommé, qui n'est pas élu pendant l'occupation par le gouvernement de Vichy, il y a une femme, ça c'est la première fois. Et il y a eu très peu de femmes en fait. Par exemple, si on prend la municipalité de Fraissinet, sur 36-37 conseillers municipaux, c'est en moyenne 4 ou 5 femmes. À partir de quelle époque les femmes elles ont pris un peu d'importance allant dans la municipalité stéphanoise, on le sait? Alors, je ne sais pas, je ne veux pas non plus on dénigrer et dire que les femmes qui ont mais été c'est juste de l'histoire, n'avaient pas d'importance. Elles avaient une certaine importance, quoique on les confine souvent dans les fonctions, dans les attributions que l'on reconnaît comme spécifiquement féminines, donc l'aide sociale ou des choses comme ça. Mais l'importance, elle devient effectivement, quand même la parité a joué un rôle évident pour donner quand même un beaucoup plus de poids aux femmes à l'intérieur de la municipalité. Mais non seulement on n'a jamais eu de femme maire, mais on a au jour d'aujourd'hui encore jamais eu de femme première adjointe. C'est ce que j'allais vous demander ensuite. Voilà. Non. C'est vraiment toujours des hommes, quoi. Oui, mais ça va peut-être changer maintenant. Ouais, bah oui. Une autre question que j'ai perdu le fil. Les premiers maires, on dit, ils étaient là un peu, c'était les notables, ils étaient là parce qu'ils avaient un peu des fortunes. À quelle époque ça commençait à devenir un peu politique, ces élections? Bon, de toute façon, elles sont devenues politiques dès la Révolution. Dès la Révolution, elles sont devenues politiques parce qu'il y avait déjà à l'époque ce clivage gauche-droite. Oui, il y avait, c'est la Révolution qui crée en quelque sorte le clivage gauche-droite. C'est-à-dire donc c'est l'opposition, disons, entre ceux qu'on appelait, disons, les Jacobins, qui représentaient la gauche radicale révolutionnaire, donc, et puis donc des révolutionnaires beaucoup plus modérés, donc des révolutionnaires libéraux, disons. Et donc c'est une opposition qui est assez marquée, qui est assez forte pendant la Révolution, et même la ville a connu des troubles importants. Donc il y a eu donc un maire a été arrêté au moment de la terreur pour sa participation au soulèvement fédéraliste contre les Jacobins, donc qui a été exécuté à Lyon. Le maire jacobin qui était en place sous la terreur a été ensuite, après la chute de Robespierre, donc a été ensuite assassiné dans les rues de Saint-Étienne. Donc il y avait une ambiance très très chaude, très très chaude. Donc c'était vraiment il y a eu des règlements de compte très très importants pendant la Révolution. Donc en fait, dès la Révolution française, on a un affrontement droite-gauche, mais qui va prendre des formes évidemment très très différentes. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelle aujourd'hui la gauche et la droite. Mais il y a depuis 1789 donc opposition entre droite et gauche, et donc des maires de droite, des maires de gauche, mais avec des étiquettes qui varient sur les époques. D'ailleurs, Antoine Néron, qui est élu en 1790, il apparaît comme à gauche, n'est-ce pas, à partir des Lumières, de la Révolution. Puis ensuite, il est parmi les modérés. Donc anti-jacobin, donc il est à droite. Voilà. Donc là, être libéral sous la Révolution, c'est se trouver finalement au début être à gauche, puis ensuite être à droite. Sous la Restauration, à l'époque de Louis XVIII et Charles X, être libéral, c'est être de gauche. Voilà. Et en revanche, j'allais dire sous la Seconde République, ou Troisième République, être libéral, c'est être de droite. Voilà. Donc les étiquettes droite-gauche, évidemment, varient, évoluent avec le temps. Voilà. Il y a les questions, il y a les débats aussi qui vont évoluer. Par exemple, sous la Seconde République, sous le Second Empire, et puis surtout sous la Troisième République, la question justement de la place des ouvriers dans la société devient de plus en plus prégnante. Parce qu'en 1848, on a accordé le suffrage universel. Masculin, bien sûr. Et du coup, sociologiquement, les ouvriers étant majoritaires, ils commencent à peser politiquement. Et donc les candidats sont obligés de tenir compte des demandes des ouvriers dans les domaines qui sont particuliers aux conditions de vie de la classe ouvrière. Alors je vais vous poser une question toute bête. Est-ce que vous êtes stéphanois tous les deux d'origine? Oui, je suis stéphanois, né à Saint-Étienne, et d'ailleurs une partie de ma famille est originaire de Haute-Loire.
et une partie de ma famille est d'origine étrangère, donc je suis vraiment stéphanois. Donc... Et alors moi, je ne suis pas stéphanois, je suis savoyard d'origine, haut-savoyard. Et au mois de septembre de cette année, ça fera exactement 50 ans que je suis là. Écoutez, moi je suis stéphanois et à l'instant, on va faire une petite pause musicale. On écoute Moi je suis stéphanois de Pascal Tesser. Le réveil vient de sonner. J'ai des picardes sur les côtés. Faut que j'aille au hall prendre mon sarrason. Quelque part à Berne, défiler à Michon. Et si j'ai le temps, en remontant, je prendrai le trolley, la place d'Orient. Cimetière du Soleil pour mon petit Viron. Et à Carcassonne, nettoyer le Caféron. Moi, je suis de Saint-Thé, un grand dadais, je l'ai été. Et comme des tas de petits matrus, j'ai pris le tram dans la grande rue. Moi, je suis de Saint-Thé, la place Bellevue depuis des années. Et c'est aussi rue Michelet que j'ai ouvert mes grands quinquets. J'ai rencontré une charrette. Fouillant, elle m'a mis la lourde. Sans ma truc à la tourne a tout mâchuré un gaule. Hier au foot à Méon, il lui a mis un gros pétron. 8 jours sous une belle, il ne fera plus la piaille. Si la laquine bichette, il miaulera. Mais t'en fais pas, c'est un bon garagnat. Moi, je suis de Saint-Thé, de Chavanel jusqu'au Crassier. Je connais Côte-Chaude et le Guiset, et même la rue Gérantaire. Moi, je suis de Saint-Thé, à mon accent, vous l'avez deviné. Je vais au Géant tous les samedis, à celui de la Ricamarie. Mais quand je pense à cet accent, je ferme les yeux en souriant. C'est un courant d'air de fraîcheur, comme les 5 doigts de nos cœurs. Moi, je suis de Saint-Thé, les verts depuis des années. Quand je vais au stade avec mes blés, je mets mon écharpe et mon béret. Moi, je suis de Saint-Thé, j'ai mon gant d'eau pour pichornier. Je connais le pas de la Manu, je suis stéphanois et je vous salue. Moi, je suis de Saint-Thé, c'était Pascal Tesser sur la FM et on poursuit ce rendez-vous donc avec Gilles et ses 12 écrivains stéphanois. Et oui, en effet, aujourd'hui, c'est plus de 2 siècles d'histoire de 1778 à nos jours de la ville de Saint-Étienne, vue à travers la vie et l'action de ses 93 maires. Et on l'a dit, pas une seule femme. De leur origine sociale, formation, réseau et combat politique à leur réalisation municipale. Et pendant cet intermède, d'ailleurs, je vais déjà vous poser une question, vous ne connaissiez donc pas cette chanson, tous les deux ? Non. Vous l'avez donc oui. Qu'est-ce que vous en pensez, vous deux qui êtes historiens ? Oh,
C'est un panorama de la Voilà, ville. voilà. C'est un cliché assez La sympathique. place Hein. Bellevue, déjà, elle est un petit peu dépassée, puisque la place Bellevue ne s'appelle plus la place Bellevue. Elle s'appelle comment maintenant, la place Bellevue? Oh, elle a pris le nom d'un ingénieur de la D'une la femme- CFVE. Non. D'une femme mère? Non, Voilà. des arbres, je crois. C'est un ingénieur. Je sais pas si ça va prendre, hein, parce Oui. que place Bellevue, c'est quand même quelque chose de bien ancré. Oui, et c'est ça Il y a qui des noms à Saint-Etienne, on a beau les changer, ils Ouais, resteront tout à toujours. fait. Hein. Tout à fait. Pendant cette pause, on parlait du déclinisme de Saint-Etienne, et vous me disiez que déjà dans les années, dans le 19e siècle, on en parlait déjà. Alors, dites-moi un peu. Cette façon de dire que Saint-Etienne va mal, que Saint-Etienne périt. Oui, bah, de toute façon, c'est un discours qui était un peu assez récurrent. Bah, de toute façon, il y avait des périodes de prospérité, des périodes de crise. Et il y a eu très très tôt le discours qui était finalement Saint-Étienne est une ville méprisée, Saint-Étienne est une ville méconnue, on ne parle pas assez de Saint-Étienne, on ne voit pas assez l'importance qu'a Saint-Étienne, notamment sur le plan économique en France. On oublie par exemple que c'est là qu'on a construit les premiers chemins de fer, on oublie que c'est là qu'a commencé la révolution industrielle, enfin, etc. etc. Donc, La première ligne de voilà. chemin de fer, c'est ça, hein? Oui, c'est la première ligne de chemin de fer Et la d'Europe deuxième. continentale, hein. Et la deuxième aussi d'ailleurs. Voilà. Donc là, et d'ailleurs, au niveau national, il était question, lorsqu'on a célébré le chemin de fer, on a célébré la ligne de Paris-Saint-Germain-en-Laye, considérée comme la première ligne de chemin de fer en France, puisque nécessairement en France, tout commence à Paris. Voilà. Moi, ce que je voudrais ajouter, c'est que ce déclinisme, enfin ce discours pessimiste, il va en parallèle avec un discours ultra optimiste, une espèce de variation, de contrepoids, qui en fait est aussi illusoire et aussi faux que le discours décliniste. Il y a certains moments où on compare Saint-Étienne à Paris, où on veut absolument la comparer à Lyon, alors que c'est des villes qui sont différentes, qui ont des origines différentes. Si on prend par exemple la question des transports, Lyon, c'est évident que Lyon est un carrefour. Saint-Étienne n'est pas un carrefour. Mais pourtant, on a des édiles qui vantent le grand carrefour stéphanois. Voilà, il y a une espèce de discours, double discours, qui en fait occulte la vérité, fondamentalement. C'est-à-dire que c'est ni le déclin, ni l'apothéose. On est dans une situation qui est une situation qui a certaines qualités, il y a certains atouts à Saint-Étienne, et puis il y a aussi certaines difficultés qui tiennent au site, qui tiennent peut-être aussi à certains aspects de la mentalité stéphanoise, à certains archaïsmes qui ont été traînés notamment dans l'industrie. Il y a plein de choses comme ça C'est peut-être pour cette raison qu'on nous appelle les Bossaignes, alors. Alors ça, oui. Il y a un géographe qui s'appelle Jacques Schnetzler qui a dit qu'on était une ville de gagne-petit. C'est vrai. Et voilà. Et bon, alors c'est un aspect qui est à la fois sympathique, parce qu'effectivement, les Stéphanois pendant longtemps se sont un peu accommodés d'une certaine frugalité. Et puis c'est un aspect qui peut être aussi exaspérant, parce que effectivement, ça évite de vouloir un peu dépasser les limites. Est-ce qu'il y a eu des maires pendant ces 200 ans qui ont changé un peu le cours de la ville avec des grandes constructions au niveau économique, qui ont pris des décisions, qui ont changé les choses? Heureusement. Oui, heureusement, oui, il y a eu, parce que évidemment sur les 93 maires, beaucoup ont eu un rôle assez faible, mais il y a eu un certain nombre de grands maires de Saint-Étienne. J'ai cité Antoine Néron, qui était donc le maire début de la Révolution, qui est à l'origine du centre-ville actuel. C'est lui qui, en décidant d'acheter des terrains monastiques pour la ville, va faire établir donc le plan du centre avec un quadrillage, la Grand Rue, la place d'Hôtel de Ville, la place Marengo, devenue ensuite Jean Jaurès. Donc c'est vraiment le legs d'Antoine Néron. Hippolyte Royet sous la Restauration, qui était un très grand maire. D'ailleurs, il était le premier maire qui restait longtemps en place, entre 1819 et 1830. Et en plus, il était aussi un des plus jeunes maires de Saint-Étienne lorsqu'il est arrivé à la mairie. Et c'est à lui que l'on doit notamment l'Hôtel de Ville. C'était sa grande œuvre. Et par testament, il a fait un legs qui a permis la réalisation des 2 statues. On sait en quelle année a été construit cet Hôtel de Ville?
Oui, donc il est construit donc dans les années 1820, donc vers 1830, il est à peu près achevé, donc au moment où s'achève la municipalité d'Hippolyte-Royer. Et donc, comme il avait le souci d'embellir l'hôtel de ville, donc par legs, donc par testament, donc il avait laissé une somme qui était complétée par sa sœur Coralie Royer, qui est dans sa rue à Saint-Étienne, donc pour faire réaliser les deux statues, la statue de la métallurgie et la statue de la rubannerie, en référence aux deux grandes activités économiques de la ville. Alors je sais que ça n'a pas grand rapport avec les maires, mais j'ai quand même une question. Beaucoup de gens me la posent à travers les réseaux sociaux. L'histoire de ce dôme. Pourquoi ce dôme a disparu? Vous expliquez ça? D'une part, le dôme est dû à... Pourquoi il a été construit d'abord? Au troisième, je dirais, grand maire de Saint-Étienne, par ordre chronologique, qui a été Forbelon. Forbelon qui était maire de Saint-Étienne sous le Second Empire, au moment d'ailleurs où Saint-Étienne annexe les communes dites suburbaines, Valbenoîte, Montaut, Outrefuran et Beaubrun, puisque en fait la ville était partagée entre plusieurs communes. Et donc c'est l'annexion qui est faite au début du Second Empire, donc c'est désormais le Grand Saint-Étienne qui devient la 8e ville de France par sa population. Et donc Forbelon a le souci justement de doter la ville de bâtiments prestigieux. On va construire notamment l'école des Beaux-Arts. On va terminer ce qui va devenir ce qui est aujourd'hui le musée d'art et d'industrie. Et comme face à l'hôtel de ville se trouve un grand immeuble construit par un Colcombet, donc qui abrite le cercle et qui est plus haut que l'hôtel de ville, donc qui humilie en quelque sorte l'hôtel de ville. C'est une question de hauteur. Alors. Donc on décide justement de coiffer l'hôtel de ville d'un dôme majestueux, justement pour donner plus d'importance, donc plus de prestige, de grandeur au palais municipal. Donc c'est une espèce de dôme factice, mais il faut bien le dire, une construction peut-être qui manquait mal étudiée, donc comme beaucoup de constructions de l'époque, faites aussi un peu à l'économie, parce qu'on faisait beaucoup à l'économie. Le résultat, c'est que les chantiers n'en finissaient pas aussi à Saint-Étienne, et ça faisait coûter très très cher de vouloir construire à l'économie. Et donc, c'est parce qu'il menaçait de s'effondrer finalement qu'on a fini par le démolir à peu près quasiment un siècle. Oui, donc à peu près un siècle après sa construction, quoi. Et dans cette période, est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu des grands maires et des petits maires? Par l'action, bien sûr, pas par la taille. Les petits maires ont été très, 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 très nombreux. Il y a eu beaucoup de maires parce qu'il y a eu il y a eu des gens qui ont refusé d'être maires, donc qui ont refusé la nomination. Il y a eu des maires intérimaires, des maires provisoires. Donc c'est pour ça qu'aussi on a un nombre très, très, très important, donc de gens qui ne sont pas restés très, très, très longtemps. Et la durée des mandats a varié suivant les époques? Comment ça s'est passé? Parce qu'aujourd'hui, c'est 6 ans. Oui. Disons que pendant les premières décennies, la notion de mandat n'existe pas vraiment. C'est-à-dire qu'en fait, on élit on élit des conseillers municipaux pour une certaine durée qui a plus varié, et puis parfois même, sous le Premier Empire et puis sous la Restauration, en fait, les municipaux sont nommés, donc plus ou moins nommés, et puis on les remplace s'ils démissionnent ou s'ils meurent, hein, grosso modo. C'est-à-dire, donc c'est vraiment, il y a une certaine stabilité. Et en fait, pendant longtemps, il n'y a même pas de mandat spécifique, de durée spécifique. Je dirais que c'est surtout à partir surtout sous le Second Empire, qu'on va y avoir une stabilisation. Et donc, par exemple, Forbelon va faire 2 mandats de 5 ans, donc va rester pendant 10 ans. 10 ans, donc maire de Saint-Étienne, et c'est surtout sous la Troisième République. Voilà, donc, que les choses c'est la loi de 1882 qui a fixé le mandat de 4 ans, et ça a entraîné peut-être des élections jugées un peu trop rapprochées. Donc en 1929... Et pourquoi on avait choisi 4 ans au départ? On a une raison? Je pense que c'était un parallèle avec l'Assemblée nationale, mais je n'ai pas la réponse certaine. Et c'est en 1926, donc on a prolongé le mandat à 6 ans. Et d'ailleurs, on voit bien que la durée moyenne de temps effectuée par les maires se rallonge beaucoup dans la période du XXe siècle par rapport au XIXe siècle. Alors, on va rester dans les années qu'on a vécues. Moi, pour ma part, je crois que j'ai dû naître sous Michel Durafour. Est-ce qu'on peut avoir un petit mot pour chaque maire? Alors, on va peut-être passer à partir d'aujourd'hui. On a un nouveau maire qui est assez jeune, depuis 2 ans. Oui, il a cette particularité d'être le premier maire venu d'une région de l'Ouest. La plupart des maires, il y a beaucoup de maires qui sont nés à Saint-Étienne ou dans les
les Dans les communes environs. ou le département. Mais la plupart des maires extérieurs sont nés dans les régions de l'Est, Voilà. soit le Nord-Est, soit le Sud-Est. Voilà. Et puis beaucoup d'ailleurs qui venaient des départements périphériques Voilà, de la c'est ça. Loire. Hein. Le Rhône, le Puy-de-Dôme. Voilà, le Puy-de-Dôme, la Haute-Loire. la Haute-Loire. Voilà. Mais donc ça c'est la première caractéristique. La deuxième caractéristique de ce maire, c'est difficile d'en parler quand même parce que ça fait que 2 ans qu'il est là. Est-ce qu'on sent un changement Alors moi je dirais, je vais pas dire une je dirais atmosphère. plutôt au niveau de la personnalité. Je crois qu'il a compris quelque chose de l'état d'esprit des Stéphanois parce qu'il a cette espèce de cordialité qu'on retrouve par exemple chez quelqu'un comme Alexandre de Freycinet, qui n'existait peut-être pas chez ses 2 prédécesseurs. Et je pense que c'est un atout. Mais bon, on verra pour la suite, en fonction de ce qu'il va réaliser. Évidemment, on pourrait dire un peu méchamment, surtout que ses 2 prédécesseurs étaient aussi des profs. Quoi. Donc, Oui. donc je ne sais pas si ça a joué. Mais justement, j'avais une question. Dans tous ces maires qu'on a vus là, pendant 93 maires, est-ce qu'il y a des milieux sociaux ou des métiers qui reviennent plus souvent? Oui, il y a pendant très longtemps, de l'Ancien Régime jusqu'en 1900, beaucoup de maires étaient des fabricants de rubans. Donc, qui est un peu logique dans la région. Oui. Oui, donc voilà, qui c'était formait l'économie. l'élite de la bourgeoisie stéphanoise. Hein, donc, c'était aussi l'activité la plus importante de Saint-Étienne, c'est qui employait le plus de monde. Donc, et c'est vrai que les fortunes stéphanoises les plus importantes étaient dans le ruban. Et ça explique pourquoi donc on a énormément de fabricants de rubans. C'est l'activité la plus représentée au niveau municipal. Voilà. Moi, j'ai l'impression que j'ai découvert ça un peu, je crois, à la foire. Je crois qu'il y avait plusieurs maires à la foire cette année qui étaient exposés. J'ai découvert Monsieur de Freycinet, c'est ça? Oui. Donc, est-ce que vous pouvez m'en parler un peu plus? Que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a marqué un peu la ville de Saint-Étienne. Disons qu'il fait partie des maires qui, à l'égal d'Hippolyte Royer ou de Fort-Belon au XIXe siècle, ont marqué le XXe siècle stéphanois. C'est un maire donc, qui, d'abord, c'est celui qui est resté le plus longtemps, puisqu'il a été élu pour la première fois en octobre 1947. Juste après la guerre. Alors, pas juste après la guerre. 2 ans après, il y a eu un maire à la Libération, Henri Muller, mais lui, il était élu en 1947, il est réélu en 1953, réélu en 1959, et il a quasiment terminé son 3e mandat, puisqu'il est mort en décembre 1964, en exercice, et les élections ont lieu en mars 1965. Vous n'étiez pas encore né, mais c'était pas tout loin. à fait. Et c'est M. Durafour qui a dû lui succéder, c'est ça? Exactement. Donc, M. Durafour, qui a été son premier adjoint de 47 à 53, ensuite qui s'est présenté contre lui en 53 et qui est redevenu son premier adjoint en 59. Ah ouais, d'accord. Donc un parcours un peu... c'est toujours passionnant, la politique. Et alors, de Freycinet, c'est un homme politique... c'est peut-être pas le propos de le détailler, mais c'est quelqu'un qui a effectivement une capacité de constituer des majorités qui vont du Parti socialiste au centre droit. Donc, y compris à l'époque où le général de Gaulle était quand même un opposant féroce à la 4e République, il y a des gaullistes dans son conseil municipal, dans sa municipalité, des adjoints, donc notamment Lucien Neuwirth. Il y a des socialistes. Et c'est un maire qui était sous quelle étiquette? Alors, lui, il était... c'est la bonne question. Oui, c'est une, je dirais, étiquette stéphanoise. C'est un maire. C'est ce que les gens attendent aujourd'hui. C'est un maire qui est grosso modo de centre-gauche. C'est vraiment le profil type du maire stéphanois, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a, je l'ai dit tout à l'heure, une grande cordialité, qui est à l'écoute des gens, qui va dans les quartiers, qui n'hésite pas à boire des canons, à serrer des mains, à boire des canons, y compris le dimanche, il est dans les rues, etc. Et il a cette capacité de nouer des alliances qui vont... Alors, la seule exclusion, c'est le Parti communiste, mais encore en 64, quand il est mort, il semblerait que dans son testament, il avait, pour les élections suivantes, envisagé de faire une alliance avec le Parti communiste. Alors pourquoi? Parce que d'abord, il faut dire qu'Alexandre de Freycinet a été un avocat qui est venu à Saint-Étienne. Il est originaire du Puy-de-Dôme, mais il est venu à Saint-Étienne assez jeune. Et il a travaillé avec Louis Soulier, qui était un maire du centre-gauche, avec Jacques Le Griel, qui était avocat, qui a été bâtonnier plusieurs fois, qui lui était proche du Parti communiste. Et avec ces gens-là, enfin surtout avec Le Griel, ils ont été les avocats des syndicalistes. Dans une époque où il y a eu pas mal d'affaires, notamment en 1937, il y a eu
la grande grève de Manu France et Alexandre de Freycinet a défendu les syndicalistes révoqués. De même, en novembre 38, il y a eu une grève qui a entraîné un grand nombre de révocations et il les a soutenus. Pendant la guerre, il a soutenu, il a aidé et il a défendu même des résistants. Ce qui fait qu'après la guerre, il a vraiment une grande popularité, et y compris le Parti communiste est gêné pour le critiquer. Quand on lit les résultats des délibérations du conseil municipal, le Parti communiste, il s'en prend pas au maire, il s'en prend à Michel Durafour. C'est lui qui est la cible parce que voilà, il y a une dizaine, 13 conseillers municipaux communistes qui sont dans l'opposition, mais ils veulent pas s'attaquer directement à Alexandre de Freycinet. Alors il faut rajouter quand même, parce que c'est la question qui était à l'origine, c'est que c'est le maire qui a restructuré, enfin qui a lancé le grand programme de construction des quartiers sud-est, Beaulieu, puis la Marandinière, et qui a amorcé le programme de la Métard. Parce qu'il y avait un très très gros problème de logement à Saint-Étienne, et il a été à l'origine de cette modernisation du bâti stéphanois qui était vraiment nécessaire. D'où d'ailleurs la localisation du boulevard aussi à Alexandre de Freycinet, oui. qui j'allais dire, rend hommage aussi à cette action. Qui traverse le quartier de la Métard. Et vous parliez de guerre. Comment ça s'est passé pendant les guerres? Il y avait des gens qui étaient nommés, il y avait les maires qui étaient en place étaient révoqués. Comment ça se passait? Alors, il y a deux choses. Le maire en place, alors, quand la guerre débute... Celle de 39, on parle. Voilà, le 1er septembre 1939, le maire en exercice s'appelle Louis Soulier, mais il est très malade, il meurt le 8 septembre. Donc c'est son deuxième adjoint qui va prendre la place, Ferdinand Faure. Alors, pourquoi pas le premier adjoint? Parce que le premier adjoint, c'était Barthélemy Ramier, qui était communiste. Et les communistes venaient d'être mis hors la loi par le gouvernement parce qu'ils avaient soutenu le pacte germano-soviétique. Donc c'est Ferdinand Faure qui est un socialiste. Et Ferdinand Faure, un an après, est révoqué par le gouvernement de Vichy, donc au mois d'octobre 1940. Le gouvernement de Vichy qui va nommer ce qu'on appelle une délégation spéciale. Donc c'est prévu dans la loi de 1882. Une délégation spéciale qui va ensuite être transformée en municipalité, mais ce n'est pas une municipalité élue, c'est une municipalité nommée. Y compris, il nomme tous les conseillers municipaux. Et alors, on les nomme, ces conseillers municipaux, selon des critères. Il faut que ce soit de bons Français, de bonne moralité, qu'ils n'aient pas eu des relations avec les francs-maçons, il faut que ce soit de bons ariens aussi. Donc voilà, c'est des critères. En deux mots, hein. Voilà, on rappelez qu'en octobre 40, il y a eu le premier statut des Juifs. Donc et ce maire, il fait un peu ce qu'il peut. Hein. Je pense pas que c'était pas un maire de gauche sans doute, mais il n'a pas vraiment été inquiété à la Libération. Parce qu'il administre une ville qui est quand même occupée, qui connaît les problèmes que connaissent toutes les grandes villes pendant la guerre. Alors votre livre, on le rappelle, s'appelle Les maires de la grande ville ouvrière. J'ai envie de vous demander, peut-être sur 100 ans, est-ce qu'on peut dire que Saint-Étienne, c'est une ville qui est, dans l'esprit, pas dans les étiquettes, est une ville de gauche ou une ville de droite? C'est souvent qu'on nous pose la question. Ça a été le plus souvent une ville de gauche, étant entendu que je rappelle que de gauche, pendant longtemps, n'a pas voulu dire socialiste, hein, mais ça a été très souvent une ville de gauche, mais avec quelques grands-mères de droite, néanmoins aussi. On peut les citer? Les grands-mères de droite? Ouais, même les grands-mères de gauche. Grand-mère de droite, il y a Jean Néret, le maire qui était de 1910 à 1919. C'est un patron, un grand patron, même comme il y en a peu à Saint-Étienne, ça a été un patron innovateur. Il a été un des créateurs de la société Pathé. Il a investi dans l'industrie électrique à une époque où c'était vraiment les tout débuts de l'électricité. Donc, et c'était un maire tout à fait important, mais qui a été battu en 1919 par Louis Soulier. Alors Louis Soulier, aussi un grand maire. De gauche. Un grand-maire de gauche, oui, tout à fait, puisqu'il n'hésite pas en 1935 à faire alliance avec les communistes pour remporter une troisième fois la municipalité. Est-ce qu'on peut... aujourd'hui, on a l'impression, on dit gauche-droite, c'est pareil. Est-ce qu'à ces époques-là, il y avait vraiment une différence
Oui. Oui, il y avait Je pense qu'il y a Plus marqué qu'aujourd'hui. une différence, oui, beaucoup plus marquée qu'aujourd'hui. Mais d'un autre côté, on constate que la différence est marquée dans des affrontements électoraux notamment, mais que beaucoup de maires en fait ont tendance à gouverner au centre. Là. Donc il y a une tradition aussi je dirais une tradition modérée globalement à Saint-Étienne. J'allais vous dire de la modération, c'est exactement ça. Donc, on est obligé de composer avec tout le monde. C'est une modération, alors même que Saint-Étienne a une image de ville rouge. Hein, et cette verte, non? Non, rouge. Non, verte. Ni jaune, ni verte, mais rouge. Et en fait, cette image de ville rouge, elle vient de ce qu'à certains moments, il y a eu des espèces d'éruptions émeutières, mais ça ne dure jamais beaucoup. Il y a eu au moment de la Commune, ça a duré 2 jours ou 1 jour et demi. Il y a eu en 1884 une émeute des chômeurs, mais ça ne dure jamais très longtemps, ça dure 24 heures, 48 heures. Oui, même chose, en 1848, il y a eu ce saccage des couvents de la ville. Enfin, et d'ailleurs, c'était un peu la même chose sous l'Ancien Régime où il y avait des émotions comme ça, ce qu'on appelle des émotions populaires, donc là, qui éclataient tout à coup et ça retombait aussi vite. Ça retombe très vite. Et on sait pourquoi ça retombe aussi vite? Je crois que c'est ce qu'on peut appeler un coup de sang en fait. C'est-à-dire il y a une espèce de ras-le-bol qui éclate et puis peut-être on se rend compte qu'on est allé trop loin. En 1871 on tue le préfet, c'est quand même une limite qui peut être vite perçue comme anormale. Enfin, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, donc c'est vrai que la mort du préfet en 1871 a totalement démoralisé les partisans de cette commune stéphanoise. Donc, et le mouvement s'est très très vite disloqué. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut rajouter sur ce livre et tous ces maires alors, avant de conclure? Eh bien, d'abord qu'il y a une importante illustration et qu'on a essayé dans les légendes. Il y a beaucoup de photos aussi. Hein. Il y a des photos, il y a des documents, il y a des cartes, il y a des et surtout ce qui est intéressant, si les lecteurs, enfin je veux dire, on aimerait bien que les lecteurs, ils peuvent rentrer un petit peu n'importe comment parce que c'est un dictionnaire. Ils peuvent lire une notice au début, en lire une à la fin, revenir au milieu, et même les illustrations sont accompagnées de légendes qui essayent d'évoquer un problème. Ou un aspect de la vie municipale. Et est-ce qu'il y a des professeurs qui vous demandent d'intervenir dans leur cours pour venir parler du livre? Il est encore tout frais. Ça. Oui, il est encore tout frais, donc il faut leur laisser le temps de le découvrir grâce à votre émission. Non, parce que je pense que c'est vraiment quelque chose à découvrir pour tout le monde. Hein. Toutes les générations vont y retrouver des choses et oui, c'est vraiment passionnant. Et puis on comprend aujourd'hui en partant de l'histoire, quoi. Merci. Donc il est disponible partout alors? Oui, il est dans les grandes librairies de Saint-Étienne, on a pu vérifier. Et comme l'a dit Gérard, il est disponible sur Amazon. Il est chez De Citre à Lyon. Oui, donc les Lyonnais ne sont pas sectaires quand même. Il y a beaucoup de Stéphanois à Lyon. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a des dédicaces qui sont prévues, des rendez-vous avec ce livre? Oui, effectivement, il y a des rencontres prévues avec ce livre, notamment à l'Abri de Paris, donc c'est au mois de février, je crois. J'ai plus la date précise, voilà, donc dans le cadre de l'IRA Saint-Étienne, organisé par Jacques Plaine. Et on va conclure ce rendez-vous qui était fort intéressant. Dans ma tête, j'avais dit on peut même faire 2 émissions. Je crois qu'on en fera une deuxième dans quelques semaines. Jean-Michel Steiner, merci beaucoup d'être venu. Gérard Thermeau, merci beaucoup d'être venu. Merci, et puis à très bientôt. Merci bien. À bientôt Philippe, à la semaine prochaine. Brother man nowadays living in the ghetto, where the danger's sure enough real. Well, when he's out late at night, if he's got his head on right, well, I lay you now.